Soyez les bienvenus à l'Institut suédois à Paris, qui fête ses 50 ans cette année. Et nous avons le grand plaisir de vous présenter ce soir le lancement du livre Sois sage bordel de l'écrivain suédoise Stina Stor, édité par la maison Marie Barbier. Les histoires se déroulent à la campagne, dans la région d'origine de Stina Stor, une réserve naturelle de Västerbotten, dans le nord de la Suède. Et la plupart des histoires sont décrites du point de vue de l'enfant et décrivent la rencontre avec le monde des adultes. Les portraits sont brossés avec tendresse et le recueil a rencontré un grand succès médiatique en sortie en Suède et a remporté plusieurs prix. La traduction a été faite par le séminaire des traducteurs qui a régulièrement lieu ici à l'Institut sous la direction de la traductrice et historienne de littérature, Elena Balsamo. Ils font un travail fantastique. Moi aussi, personnellement, je suis très touchée quand j'ai écouté Stina Stor lire son propre livre, Sois sage, bordel, en audio. Et comme elle fait les portraits de la nature avec tellement de tendresse et poésie. Et maintenant, je vais présenter ici la comédienne Anse qui va nous lire un extrait de la nouvelle Monstre dans le livre. Bienvenue. Et après, Stina Stor va répondre à quelques questions. La grande sœur de Sandra, Anneli, a de l'acné. Sa poitrine et son dos sont couverts de pustules jaunes prêtes à éclater. Sous la douche, avec la brosse aux longs manches, celle avec la saleté noirâtre coincée entre les poils blancs, elle s'acharne à effacer son corps affreux d'adolescente. Elle frotte tellement fort que les boutons se mettent à saigner. Alors Sandra est appelée dans la salle de bain remplie de vapeur pour poser de petits bouts de papier toilette sur le dos d'Anneli, aux endroits qu'elle ne peut atteindre toute seule. Sinon, ça risque de tacher les vêtements. Sur les morceaux de papier blanc grossièrement déchirés apparaissent des pupilles rouges foncées. Le dos d'Anneli se couvre d'yeux pendant que le père tambourine à la porte de la salle de bain. « Putain, les filles !» Si on reste trop longtemps dans la douche, il descend à la cave pour couper l'eau. Mais là, ça ne servirait à rien. Surtout quand Anneli, nue, se tamponne le visage avec une lotion verte qu'elle fait couler d'un petit flacon. Ou quand, après, elle couvre toutes les marques rouges de son nez et de son menton avec un stick qui est censé être couleur peau, mais tire complètement vers l'orange. Sandra pose la main sur la poignée de la porte pour sortir, quand son geste est arrêté par le regard d'Anneli. Un regard meurtrier qui dit clairement « Ose un peu pour voir, sale petite traîtresse ». Un peu de sang menstruel coule le long de la jambe d'Anneli, la mauvaise, celle qui est toute maigre et toute tordue, avec le pied en dedans. Un petit filet rouge. Seulement un peu de sang, vraiment pas beaucoup. Mais Sandra sent sa gorge se serrer. Elle ne peut s'empêcher de se détourner et de tapoter de l'ongle les jointures du papier peint. Le papier est cloqué par l'humidité, et les jointures brun foncé font penser à de la rouille. C'est l'endroit parfait pour y coincer les crottes de nez. Des trèfles bleus décorent le papier. Bleu. C'était la couleur préférée de maman. Les trèfles sont espacés de façon régulière dans toute la petite pièce. Et entre les feuilles, il y a du blanc. Des portions de blanc parfaitement symétriques. Le père claque la porte d'entrée derrière lui. Toute la maison sursaute et ça tremble dans les placards. « Ah ben v'là qui se souvient enfin qu'il y a des chiottes dehors aussi !» dit Anneli, tout en retournant s'occuper de son visage devant le miroir. Sandra se faufile hors de la salle de bain. Il fait plus frais dans la maison. L'air y est respirable. Des attrape-mouches jaunâtres pendent du plafond recouvert de petits cadavres noirs. Les portes de placard dans la cuisine sont bleues. Pas bleues comme la confiture de myrtille, car c'est violet, mais plutôt bleu myosotis ou bleu campanule. Un gros bourdon gravit le mauvais côté de la moustiquaire au-dessus de la banquette de la cuisine.
Parfois il bourdonne d'un air boudeur. Sandra grimpe sur le coffre de la banquette pour laisser sortir le visiteur, en décrochant l'élastique vert enroulé autour du crochet du haut de la fenêtre. Quand Annélie lui crie qu'elle doit aller demander au père s'il a acheté des tampons comme ça. « Demande-lui !» Sandra se hausse encore en posant le pied sur le rebord de la fenêtre pour arriver à la hauteur du bourdon. Elle appuie un peu sur la toile. Ça fait comme un creux sur la toile verte, là où elle appuie. Et le bourdon tombe sur le dos et se met à tourner sur lui-même. C'est dégoûtant. « Allez, vas-y !» Sandra ne veut pas. Mais elle y va quand même, parce qu'il le faut bien. Cette année, on a passé la tondeuse et on peut voir la vieille trace sombre qui menait jusqu'au WC extérieur. La trace d'avant, avec les aiguilles et les pommes de pin. Sandra évite de marcher à côté sur l'herbe tendre. Elle résiste à l'appel de tout ce vert, s'interdit de s'enivrer d'été, d'être, tout simplement comme cela lui arrive. De passer dans les herbes hautes du pré en les laissant filer entre ses doigts ouverts, comme pour apprivoiser le monde en le caressant. Ou de moduler le chant du ruisseau de la Combe aux déchets, en déplaçant les morceaux pour reproduire un son de gouttes ou de cascade grondante. Elle se retient de le faire et avance sur le vieux sentier avec précaution, comme si elle marchait sur un fil tendu entre les toits. C'est la seule façon d'arriver à temps. Assis sur les toilettes, dont la porte est restée ouverte, le père a l'air béat. Il lève les yeux vers Sandra et le soleil l'éblouit. Le visage de sa fille lui apparaît tacheté et strié, et il doit se protéger les yeux avec son gros poing. Il a des dessins bleus sur les bras, des femmes avec des nénés et des derrières tout ronds. Des fils blancs sortent de son jean coupé et il ne porte pas de chemise sous son gilet sombre sans manches. Le soleil joue avec les poils sous son nombril. Sandra se tient à distance. Les rayons du soleil lui chauffent le dos. Le père la regarde avec un drôle de sourire et sort quelque chose de derrière son dos. « Regarde, Sandra. » Mais ce « regarde », il veut dire « tiens. »« Regarde, Sandra. En v'là un beau. » Et Sandra fait un petit pas pour le prendre. Prince Plouf en plein cœur. Tout à coup, comme ça, une créature du paradis. Il est si gros, si... Le ventre du crapaud est jaune pâle et un peu tacheté. Entre les longs orteils, la palmure est couleur rouille. Il a de vrais doigts avec des articulations qui se plient, des parties mécaniques. Des mains de crapaud, comme celles d'un bébé qui vous attrape un doigt et ne le lâche plus. Sandra sourit et le père a l'air drôlement fier. Un vrai chasseur, un grand seigneur, un vrai branleur, dirait Annélie. Et Sandra s'abrite pour ainsi dire derrière le crapaud quand elle demande « Ah, Annélie a de nouveau ses règles, papa. Est-ce que tu as acheté des trucs là, des tampons ?» Il lance. « Ben non, j'en ai pas acheté. Elle a droit à plus d'argent de poche depuis que ça a commencé. Va donc la voir pour lui rappeler un peu ce que j'ai dit. » Sandra se met à regarder les sabots noirs du père, un peu gris sur le côté, où le cuir était raflé. Là, sur le sol des toilettes, il y a les restes d'un vieux nid de guêpe qui ressemble à du papier mâché et dans lequel une grosse fourmi ailée se promène. Le père l'écrase. « Tu sais, Sandra, ces fourmis, si on fait rien, elles boufferont la maison. » Il prend le rouleau de papier fripé et déroule quelques feuilles pour s'essuyer. Sandra retourne sur son fil, vers la maison, les mains refermées sur la petite créature du paradis. Des yeux jaunes, une bouche aussi large que la tête, un ventre tout clair et rebondi. Quand Sandra passe le coin de la maison, Annélie est déjà dehors sur le perron, en culotte, les cheveux blonds attachés en une sorte de queue de cheval, mais avec des mèches qui pendent sur les taches oranges de sa poitrine.
Annélie a allumé une des John Silver de papa et dit « C'est Jack, John et moi ». Elle essaie d'imiter le père, mais elle doit avoir mal. Alors ça ne sonne pas comme il faut. Elle a l'air de pleurnicher. Le père ne le dirait jamais comme ça. Les seins d'Annélie font penser aux mamelles gonflées, marquées et constellées de taches du 7 heures d'Uwe Johnson. Nus, eux aussi, sans être beaux. Comme quand la chienne allaitait sa portée et que les chiots, aveugles et noirs, tétant à tout va les grosses mamelles, grimpaient les uns sur les autres en jappant d'excitation. Un corps de chienne qui, par ailleurs, était normal, avec pelage, queue joyeuse et tout, de petits sacs tout nus qui couinaient. « Regarde ce que j'ai eu !» annonce Sandra, en montrant son prince plouf, nu lui aussi, lisse et mou. S'il bouge un peu sur ses pattes, ce n'est pas qu'il n'est pas bien, c'est juste qu'il bouge, c'est tout. Et puis il se réinstalle, calme et lourd dans les petites mains. Des cuisses de crapaud, c'est plus long et plus mince qu'il n'y paraît quand ça pend. Son ventre pâle et doux comme la doublure du petit porte-monnaie dans le tiroir du bureau d'Annélie. Voilà, spécial. Alors, il en a acheté ? Non, c'est pas ses oignons, lui répond Sandra. Putain, mais bien sûr que si. Je peux même pas mettre mon jean avec cette espèce de couche collée sur le cul. Non mais regarde. Annélie se retourne pour lui montrer. Elle a encore de petits morceaux de papier aux pupilles foncées sur le dos. Mais sa culotte est bleue avec un élastique en dentelle. C'est ça d'être parent ? Ouais. Non. Annélie écrase le mégot dans le bac à fleurs vide accroché à la balustrade. Putain,